Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire à propos des opportunités vertes dans les pays nordiques. Vous êtes une cinquantaine d'inscrits, on vous remercie pour ça. Aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir entendre plusieurs conseillers économiques et commerciaux de la WEX ainsi qu'un conseiller scientifique de Wallonie-Bruxelles International. Donc, leur gros avantage, c'est qu'ils sont basés dans leur pays de juridiction et donc ils sont de véritables spécialistes de leur marché. Nous aurons tout d'abord Geert qui nous parlera du marché danois. Il nous parlera des grandes ambitions climatiques du Danemark et comment les Danois espèrent réduire leurs émissions de CO2, entre autres avec l'aide d'infrastructures énergétiques offshore assez révolutionnaires et la technologie Power-to-X. Nous aurons ensuite Jean-Philippe qui nous parlera de la Finlande, du plan énergie et climat et en particulier du secteur des énergies renouvelables en Finlande et du secteur de l'environnement et des opportunités qui s'y trouvent bien évidemment. Ensuite, ce sera le tour de Dominique qui nous parlera de la Norvège et des grands projets liés à la transition énergétique, l'atteinte des objectifs de développement durable en infrastructure et construction. Et puis, Amandine nous parlera de la Suède, des opportunités d'affaires, notamment au niveau de la réduction de l'empreinte carbone dans les transports, l'industrie et la construction. Et pour finir, Henri, qui lui est donc le conseiller scientifique Wallonie-Bruxelles International basé à Stockholm et qui illustrera la manière dont les grandes ambitions nordiques pour une société plus verte en amont de leur concrétisation dans le monde industriel sont servies par l'excellence de la recherche et le dynamisme de l'innovation. Donc évidemment ici c'est un webinaire assez court, ils vont tracer les grandes lignes pour vous et par la suite on vous invitera éventuellement pour approfondir à prendre contact avec chacun d'entre eux. Pour commencer, je vais céder la parole à Geert. Voilà, bonjour. Toi, bonjour. Bonjour, je m'appelle Geert Pelkmans, je suis basé à Copenhague, au Danemark, et je vais vous parler de la loi climatique que le Danemark a adoptée il y a exactement un an. C'est une loi ambitieuse qui veut réduire ses émissions de CO2 de 70% d'ici 2030, c'est par rapport au niveau de 1990, et qui veut atteindre une neutralité carbone à 100% en 2050. Le Danemark, c'est un petit pays avec presque 6 millions d'habitants et les émissions du pays en total pour le Danemark égale 0,1% des émissions globales. Bon, c'est clair que l'impact sera donc négligeable, mais le Danemark, avec ses grandes ambitions, espère pouvoir inspirer et devenir un exemple à suivre pour d'autres pays. Comment le Danemark veut atteindre ses objectifs? Un élément clé est la création de 2 îlots de production d'énergie éolienne offshore. Ce sera une première mondiale, avec une capacité totale de 5 gigawatts. Ça veut dire que ça va doubler la capacité éolienne offshore actuelle du pays. Bon, 1 gigawatt, ça veut dire quoi? C'est à peu près 100 éoliennes offshore, et 1 gigawatt, ça peut, comment dire, c'est la consommation d'électricité d'environ 1 million de foyers. Une de ces infrastructures énergétiques offshore sera construite sur une île artificielle dans la mer du Nord, qui va être connectée probablement aux Pays-Bas avec un câble. Et l'autre se situera sur l'île de Bornholm, une île danoise qui existe déjà dans la mer Baltique et sera reliée à la Pologne. Il y aura donc une production d'une énorme quantité d'énergie renouvelable suite à ces éoliens offshore et ces 2 îlots, et qu'on peut alors utiliser dans un autre élément central du plan danois, le Power-to-X. Power-to-X, c'est une technologie qui est capable de stocker ou de convertir l'électricité verte en combustible vert. L'électricité power
sous XX les combustibles. Il y aura donc des très grandes usines d'électrolyse qui vont convertir ces énergies renouvelables en hydrogène vert. Via un autre processus chimique, on peut produire des carburants verts, les e-fuels, pour, entre autres, le transport lourd. Ces technologies existent déjà, mais pas sur une échelle suffisamment grande ni concurrentielle. Pourquoi le Danemark met tout en œuvre pour devenir un leader dans cette technologie Power-to-X et hydrogène? Parce que le Danemark est un pays qui a plusieurs acteurs qui couvrent toute la chaîne de production. On a entre autres Ørsted, qui est l'opérateur le plus grand au monde des parcs offshore éoliennes. On a Vestas, producteur d'éoliennes. On a aussi Haldor Topsoe, qui est un des leaders en électrolyse. Et maintenant, il y a une volonté politique aussi. Bon, le grand défi est qu'aujourd'hui, les combustibles durables sont plus chers que les combustibles traditionnels fossiles. Et pour concurrencer, la production de combustibles durables doit être affinée et étendue à l'échelle industrielle. C'est pour cette raison qu'un groupe de puissantes entreprises danoises réunissent leurs forces pour un projet assez impressionnant, c'est-à-dire ils veulent construire une énorme usine d'hydrogène pas trop loin de l'aéroport de Copenhague pour alimenter les camions, les bateaux, les avions en énergie verte. Ce groupe comprend notamment de Ørsted, que je viens de mentionner. Il y a aussi Maersk, un géant actif dans le transport maritime. Il y a DFDS, qui gère des ferries. Il y a DSV, c'est une très grande entreprise de transport qui est aussi active en Belgique, qui a beaucoup de camions. Il y a l'aéroport de Copenhague, la compagnie aérienne SAS et aussi COI, qui est un consultant, bureau d'études très important. Si tout va bien, ceci veut dire alors que ça peut être le début d'une nouvelle aventure commerciale pour le Danemark, qui pourrait même devenir une nouvelle success story comme celle des éoliennes. Autres éléments dans le plan danois sont, entre autres, un focus sur la recherche et le développement des solutions capables de stocker et de capter le CO2. On examine, entre autres, la possibilité de stocker le CO2 sous le sol, entre autres dans les anciens champs pétrolifères. D'ailleurs, le Danemark vient d'annoncer qu'on va cesser toute exploitation de gaz et pétrole en mer du Nord en 2050. Pour un autre secteur polluant, la construction, le gouvernement danois propose d'allouer 4 milliards d'euros pour les rénovations écologiques des logements. Il y aura aussi une expansion importante du réseau chauffage urbain. On va remplacer toutes les chaudières à gaz et mazout. On va les remplacer par les pompes à chaleur électriques. Il y a aussi le traitement des déchets, où le Danemark a pour habitude d'incinérer la majorité des déchets. Et pour utiliser la chaleur dans le réseau chauffage urbain, maintenant, dans l'avenir, on veut recycler et mieux trier les déchets, surtout le plastique. Pour conclusion, on peut dire que le Danemark a lancé un plan ambitieux, visionnaire, assez réaliste pour décarboniser le pays. C'est en tout cas un très grand pas vers l'électrification du pays grâce à l'énergie renouvelable, surtout du vent et du soleil, et des technologies comme Power-to-X. Ce plan ne va pas être réalisé demain. Il faudra beaucoup d'argent, innovation et coopération aussi avec d'autres pays. Et là, j'espère qu'il y aura des opportunités pour les sociétés wallonnes, pour vous,
Et voilà, je reste en tout cas à votre disposition pour des renseignements après. Et merci pour votre attention. Je donne maintenant la parole à Jean-Philippe pour la Finlande. Merci. Merci Gert. Et donc, Jean-Philippe, c'est à toi maintenant. Tu peux lancer ta présentation si tu veux. Voilà. Bonjour à tous et à tous, merci de nous rejoindre. Donc, je vais vous parler de la Finlande et des opportunités liées aux nouvelles énergies et à l'environnement en général. Alors, il faut savoir que la Finlande a été assez précurseur dans cette politique, vu qu'en 2015 a été adopté le fameux plan énergie et climat qui vise à la réduction de 80% des émissions d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Plan qui a été très ambitieux à l'époque et qui est encore devenu de plus en plus ambitieux au fur et des années. Je commencerai par donner un petit focus sur l'énergie renouvelable. Il faut savoir qu'actuellement, à peu près 70% des énergies renouvelables, que les énergies renouvelables constituent 70% du panier d'énergie en Finlande. Ça, c'est pour les fondamentaux. Donc, on voit que sur les tendances et les évolutions actuelles, c'est la biomasse et l'éolien qui correspondent à des vecteurs de croissance là-dedans. Donc, la biomasse, par exemple, représentait 19% de la production d'électricité en 2018 et devra atteindre les 30% d'ici 2050. Avec le développement des centrales de cogénération d'électricité et de chaleur, par exemple. Ils utilisent la biomasse d'origine forestière, la Finlande étant connue comme étant un grand pays forestier. En ce qui concerne l'éolien, il représentait seulement 9% de la production d'électricité en 2018 et on s'attend à une croissance double pour d'ici 2020 également. Et donc, c'est là que se trouvent dans ce secteur les opportunités pour les entreprises actives dans ce secteur wallonne. La première, c'est clairement aussi dans le secteur de la biomasse. Donc, la Finlande dispose d'une expertise reconnue mondialement et donc constitue donc un axe particulièrement intéressant de partenariat pour les acteurs wallons du secteur. Une autre opportunité, c'est dans l'optique du développement des unités de production décentralisées de petite puissance. L'énergie solaire devrait également poursuivre son développement qui a été initié ces dernières années, avec des objectifs ambitieux à atteindre pour 2025. Donc là aussi, un autre vecteur de partenariat, de croissance et d'opportunités pour toutes les entreprises du secteur. Un troisième axe, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'éolien. Donc qui est aussi en croissance. Et également la production du biogaz, qui, selon la Finnish Clean Energy Association, pourrait atteindre 3 TW d'ici 2030. Donc tout ce qui est lié à la production, à la gestion des circuits de biogaz est une opportunité à ne pas négliger pour la Finlande. En ce qui concerne l'environnement en général en Finlande, je vous laisse découvrir les chiffres clés du secteur. Il faut savoir qu'il y a 3 secteurs particuliers, donc l'eau et l'assainissement, les déchets et la qualité de l'air. En ce qui concerne l'eau et l'assainissement, les compétences de la distribution d'eau sont dévolues exclusivement aux communes. Donc on estime qu'environ entre 90 et 95% des habitations sont connectées au réseau d'eau et 80-85% d'entre elles sont connectées au réseau d'assainissement. En ce qui concerne les déchets, la gestion des déchets est effectuée par des sociétés de droit privé appartenant aux municipalités. On estime que à peu près 99% des déchets municipaux sont récupérés et 55% d'entre eux ont pu être valorisés énergiquement. Voilà. Un point sur la qualité de l'air, comme je le disais, selon l'OMS, une étude de l'OMS publiée en 2018, c'est la Finlande qui possède la meilleure qualité d'air au monde, avec environ 6 microgrammes de polluants par mètre cube.
Donc, au niveau des tendances et évolutions dans ces secteurs-là, la Finlande a donc été le premier pays au monde à publier une feuille de route et s'est fixé comme objectif de devenir leader d'ici 2025 pour la mise en œuvre de l'économie circulaire. Donc, un plan a été décliné par le gouvernement qui vise 3 priorités. La première, c'est la mise en place de plateformes d'expérimentation et de tests de l'économie circulaire, celle en collaboration avec Business Finland. Business Finland étant nos homologues c'est le pendant d'AWEX en Finlande, si vous voulez, Business Finland. Le deuxième axe est le marché public durable et innovant. Et le troisième axe est le soutien aux nouvelles technologies et aux innovations en matière de produits et de services. Alors, en ce qui concerne les opportunités elles-mêmes, elles se situent là-bas. Donc, la première opportunité se situe dans l'économie circulaire, avec l'approvisionnement durable, donc tout ce qui est bioéconomie, biomasse forestière, matériaux bisourcés. La Finlande est également à la recherche, entre autres, de solutions pour la gestion des flux alimentaires. Donc là aussi, il y a clairement des opportunités à saisir. Le recyclage des plastiques et cartons. Un autre axe d'opportunité, c'est le traitement des eaux. Donc, il y a un projet expérimental en cours qui a lieu à Helsinki sur le nettoyage des eaux de pluie. Et donc, là aussi, ce sera un secteur porteur pour la thématique de la gestion de l'eau en Finlande dans les années arrivées plus tard. La qualité de l'air, comme je disais, la Finlande bénéficie apparemment du meilleure qualité d'air au monde. Et donc, un peu comme d'ailleurs les autres pays nordiques, la Finlande se positionne donc comme une parfaite plateforme pour tester et développer de nouvelles innovations, en particulier de la mesure de la qualité de l'air. Et enfin, je terminerai par les opportunités représentées par l'intelligence artificielle. Helsinki fait partie de l'initiative AI for Cities, dont l'objectif est de développer des solutions d'intelligence artificielle pour réduire drastiquement les émissions de CO2 et atteindre les objectifs de neutralité carbone. Ce programme, auquel participent également d'autres villes en Europe et aussi en Scandinavie, Amsterdam, Copenhague, Tallinn, Stavanger en Norvège, est coordonné par l'organisation finlandaise Forum Virium, qui est en charge des produits innovants de la ville d'Helsinki. Donc là aussi, tout un pan d'opportunités. Donc voilà, c'était pour balayer avec vous de manière très brève et le plus extensive possible toutes les opportunités qui se trouvent en Finlande actuellement, maintenant et dans les années futures. Je vous invite à prendre contact avec notre bureau si vous vous reconnaissez dans ce secteur. Voilà, je cède la parole à quelqu'un d'autre maintenant. À Dominique. À Dominique, en l'occurrence, merci. Allez, c'est le temps à Dominique de lancer sa présentation. Bonjour, donc c'est la Norvège, toi, Dominique. Tu vas nous parler de la Norvège. Quand tu auras allumé ton micro. Voilà, bonjour à tous. Alors, la Norvège occupe déjà une position assez particulière dans le monde énergétique, avec d'une part son secteur pétrolier et d'autre part son électricité verte. Pour le secteur pétrolier, même si la Norvège est un petit acteur au niveau mondial, elle est le 3e plus gros exportateur de gaz et fournit près de 25% de la consommation de l'Union européenne. Et ce secteur est le plus important dans l'économie norvégienne et pèse pour quasiment 50% des exportations. Cependant, les espérances d'exploitation vont jusqu'en 2040, 2050 et combinées aux différentes et récentes crises pétrolières, ceci fait que la Norvège travaille depuis ces dernières années sur sa reconversion industrielle, on va dire post-pétrolière, et sa transition énergétique. D'autre part, on a l'électricité verte, avec 125 ans d'expérience de production d'énergie hydroélectrique, avec Statkraft, qui est le plus gros producteur européen. Donc, la transition énergétique est donc un des axes majeurs des plans de relance post-Covid, avec notamment un soutien important à la recherche et au développement de nouvelles technologies. Mais on retrouve aussi dans ce plan l'économie circulaire, le transport maritime vert et les investissements très conséquents dans les nouvelles infrastructures. Alors, une des mesures du plan de relance est la création d'une plateforme verte, qui est un concept de coopération entre différentes entités, ayant un objectif commun de développement durable et d'une transition vers une société à faible émission.
Ces entités sont le Conseil de la recherche norvégien, Innovation Norway, qui est notre équivalent, l'équivalent de la WIX, et SIVA, qui est une société publique de financement à l'innovation. Alors, la plateforme va s'appuyer sur des programmes déjà établis, comme le Pilot E, qui concerne le développement de nouveaux produits et services dans les technologies énergétiques vertes. On a le Pilot T, qui est un projet aux intersections transport et technologies d'information et de communication. Et ici aussi, comme en Finlande, projet bioéconomie, qui est un programme stratégique qui a pour but de promouvoir la création de valeur, réduire les émissions de gaz et contribuer à une utilisation plus efficace et durable des ressources renouvelables en Norvège, telles que les ressources forestières et marines, qui sont très importantes. Alors, grâce à cette plateforme, le gouvernement espère augmenter le taux et la rapidité des investissements des entreprises dans des solutions vertes et durables. Alors, beaucoup de clusters en Norvège sont liés soit aux énergies renouvelables et au développement durable. Alors, plusieurs existent depuis déjà plusieurs années, mais 9 nouveaux clusters viennent d'être créés suite à la crise Covid, tous orientés vers le développement durable. Je ne vais pas tous les reprendre ici, mais je vais juste mentionner quelques-uns les plus intéressants. Au nord, le Arctic Cluster Team, qui a sa base dans l'industrie métallurgique et qui a comme objectif de déboucher sur une industrie à impact climatique neutre. Le PropTech Innovation, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle en vue de faire une industrie de la construction durable. Le Circular Packaging Cluster se concentre sur les matériaux recyclés dans la chaîne de valeur de l'emballage. Le Norwegian Hydrogen Cluster, qui rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur hydrogène. Le Norwegian Wood Cluster, qui met le focus sur les solutions en bois dans le bâtiment, mais aussi sur la réduction de l'empreinte environnementale et le développement de solutions circulaires et de nouvelles méthodes de production. Greenergy, qui adresse les énergies renouvelables et la transition énergétique. Et encore, je mentionnerai le Industrial Green Tech, qui est le plus gros zoning industriel en Norvège, qui combine pétrochimie, métallurgie et cimenterie, et qui veut être le premier zoning industriel au monde à avoir un impact positif sur le climat. Alors, quels sont les grands projets industriels dans cette perspective de transition énergétique? Tout d'abord, le CCS, c'est donc le Carbon Capture Storage à grande échelle, qui comprend donc la capture et le transport de CO2. Pour l'instant, le captage se ferait sur le site de la plus grosse cimenterie norvégienne, pour ensuite être transporté vers Bergen, vers des terminaux où le gaz sera redirigé vers des anciens gisements de pétrole ou de gaz. Ce projet ouvre aussi la possibilité d'importer du CO2 d'Europe par bateau ou par pipeline existant. Ce projet s'appelle Northern Lights et les grands initiateurs, dont Equinor, sont déjà en contact avec notamment des acteurs belges comme Fluxys ou ArcelorMittal à Gand. Ensuite, nous avons le secteur de l'hydrogène. La Norvège a déjà une position très forte dans la chaîne de valeur grâce à ses ressources naturelles, soit l'eau ou le gaz naturel, et grâce aussi à ses fournisseurs de technologies pour la production, le transport et le stockage de l'hydrogène. Le plan stratégique pour l'hydrogène qui a été lancé par le gouvernement en juin dernier contribuera aussi à développer des technologies et des solutions à basse émission. Et là aussi, il y a donc la création d'un nouveau cluster dédié uniquement à l'hydrogène. L'éolien offshore, ici aussi. Il va y avoir des nouveaux investissements dans un centre de recherche pour l'éolien offshore. Et aussi, il y a un projet qui vise le développement des chaînes d'approvisionnement et les modèles de livraison au secteur. Et là aussi, on retrouve un nouveau cluster dédié uniquement à l'éolien offshore flottant. On a tout le secteur maritime avec la promotion de l'industrie maritime verte. Là, on va vers le renouvellement
vers une flotte verte avec des modèles de propulsion verts, notamment aussi les projets de ferry à basse d'émissions. Et puis, nous avons 2 gros projets d'usines à batterie qui sont en cours, un dans le nord et un dans le sud. Et connecté à tout cela, il y a aussi tous les projets concernant toute la chaîne de valeur autour des batteries, c'est-à-dire donc vraiment depuis la fabrication jusqu'au recyclage et ou réutilisation des batteries. Enfin, pour finir, je terminerai par les solutions basses et ou zéro émission dans les secteurs d'infrastructure et de la construction. Alors, cela passe des chantiers zéro émission avec des machines électriques, la réutilisation des matériaux de construction et ou recyclage, et aussi la construction de bâtiments d'avant-garde avec des solutions énergétiques innovatives, comme ici ces 2 bâtiments étant positifs, donc produisant de l'énergie. Donc voilà, la Norvège est un pays riche, elle se donne de très gros moyens pour mettre tous ces plans en route, mais c'est encore, c'est un petit pays, toutes les compétences ne sont pas en Norvège, donc voilà, j'espère que, à bon entendeur, salut, il y aura beaucoup d'intérêt pour toutes les sociétés de chez nous qui ont des solutions innovatives pour tous ces secteurs. Merci. Merci Dominique. Et maintenant, on va passer la main à Amandine qui va nous parler du marché suédois. Voilà, bonjour à tous. Donc la Suède, elle a cette ambition très humble de devenir le premier pays au monde, tout simplement, à être fossil-free en 2045. Et le plan de relance Covid qui a été annoncé ces dernières semaines va vraiment renforcer les moyens dans ce sens-là. Et d'ailleurs, le Premier ministre, qui a le sens des formules, a présenté ce plan comme étant un plan pour sauver le climat, alors que le plan de relance de 2008 était un plan pour sauver les banques. Alors ces ambitions, elles sont assez crédibles, puisque grâce au développement de la géothermie, de l'hydroélectrique, la Suède a déjà réduit de 30% ses émissions depuis les années 90. Et très important, elle a évidemment les moyens de ses ambitions, puisqu'elle n'a que 35% de dette et c'est un pays riche également. Alors aujourd'hui, je vais me limiter à 3 secteurs. Le transport, qui représente quand même 1/3 des émissions du pays. L'industrie, qui représente 2/3 de ses émissions, c'est le pays le plus industrialisé de la région. Et le bâtiment, je sais que plusieurs d'entre vous sont actifs dans l'isolation et l'énergie du résidentiel, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur ça aussi. Donc le transport, l'ambition est de réduire de 70%, hors aviation bien sûr, les émissions en 2030. Il y a 2 aspects dans le transport, il y a l'infrastructure d'un côté et l'énergie de ce transport. Alors l'infrastructure, bien sûr, la Suède, déjà depuis quelques années, est dans un programme d'investissement pour la maintenance de son réseau routier. C'est un pays énorme, 15 fois plus grand que la Belgique, mais aussi de son réseau ferroviaire, c'est 15 000 kilomètres de voies. Donc ça reste bien sûr, mais ce qui est nouveau avec ce plan de relance, c'est que les premiers marchés publics sont promis pour installer jusqu'à 3000 km de routes électrifiées. Donc simplement une route où, quand on roule sur cette route-là, on va recharger les batteries. Donc il y a les routes électrifiées et il y a aussi le gouvernement qui s'engage à mettre des bornes de rechargement le long des grands axes entre les grandes villes suédoises. Ça, c'est pour la route. Pour le rail, ils vont évidemment mettre des incentives pour faire du transport fret par le rail, qui est considéré comme plus vert. Ils vont d'ailleurs donner des subsides aux opérateurs sur le rail. Du côté du passager, qui est déjà libéralisé depuis les années 90, et donc privé, ils vont aussi investir dans des lignes de nuit qui vont relier les grandes capitales européennes. Et c'est Bruxelles qui sera la première ville en 2022. Par contre, le grand projet TGV, qui a un coût initial de 3 milliards, 4 milliards, reste dans les cartons. Donc, ce projet-là ne va pas sortir à moyen terme. Ça, c'est pour l'infrastructure.
l'énergie, on annonce la fin du moteur thermique en 2030, tout simplement, et on peut être sûr que ça va arriver puisque le plus grand constructeur national, Volvo, a plaidé dans la presse pour que le moteur diesel soit tout simplement interdit. Et ils sont déjà en train de virer leurs ingénieurs dans le moteur thermique pour vraiment aller vers l'électrique. Le gouvernement, lui, joue sur 2 plans. Évidemment, la batterie verte, entre guillemets. Donc, Northvolt, la société suédoise, est en train de faire une gigafactory dans le nord de la Suède. Et tout ça se fait dans le cadre d'une alliance où il y a déjà des acteurs belges comme Umicore ou Solvay. Et il y a un intérêt pour tout ce qui est solution de recyclage, bien sûr, pour que cette batterie soit le plus vert possible. Donc ça, ce sont les batteries d'un côté, mais aussi le biocarburant. Donc le gouvernement augmente la part obligatoire de biocarburant dans l'essence et le diesel, mais aussi soutient son industrie, et particulièrement la société Prem, qui est la plus grosse raffinerie du pays et qui voulait faire une extension de cette raffinerie, mais avec les nouveaux incentives du gouvernement, a complètement abandonné ce projet industriel pour vraiment basculer vers une extension de raffinerie biocarburant, tout à fait différente. Donc voilà pour le transport. Pour l'industrie, le gouvernement continue les investissements pour une transition verte, en particulier vers une industrie sans énergie fossile. Alors, il y a un investissement dans l'industrie du bois, c'est un pays de forêt, comme la Finlande, mais du coup aussi le bois et le papier pour capturer dès la production le CO2. On va parler des projets aussi en Norvège et au Danemark pour cette capture de CO2, mais le gouvernement va aussi investir dans une raffinerie pour le recyclage du plastique, qui est un peu plus neuf ici qu'en Belgique. Il faut savoir ici que les déchets ménagers sont tout simplement brûlés, incinérés, comme carburant pour approvisionner le chauffage collectif. Donc, ils ont encore du travail sur le recyclage du plastique en particulier. Et évidemment, ce qui est très emblématique, c'est ce projet pilote dans l'industrie historique de la Suède, dans le fer et l'acier, qui a commencé son premier projet pilote pour avoir une production de fer et d'acier sans énergie fossile. C'est un gros challenge technique, mais qui est hyper important quand on sait que la société SSAB, par exemple, qui est active dans ce secteur, représente à elle seule 14% des émissions du pays, de la Suède. Donc voilà pour les investissements et les projets industriels, mais de manière générale, le Chief Sustainability Officer, s'il n'est pas le CEO, est souvent rapporte directement au CEO, et ça montre vraiment l'importance du sujet pour les sociétés. Je pense que c'est vrai pour les 4 pays nordiques, et donc on voit que les sociétés wallonnes qui ont plus de succès ici ont vraiment proposé une solution durable, innovante, et qu'elle a vraiment été adoptée par des gros acteurs sur nos pays, que ce soit des façades photovoltaïques ou des détecteurs de mouvement, tout simplement, qui permettent de réduire son empreinte le plus rapidement possible pour ces sociétés. Enfin, le bâtiment, la construction, alors les nouvelles constructions en Suède sont extrêmement bien isolées. On parle ici quasiment d'un standard de quadruple vitrage. Mais ce résidentiel est souvent encore bâti collectif, est souvent encore bâti avec des préfabriqués béton. Or, le gouvernement va vraiment encourager la construction bois, non seulement pour l'individuel, mais aussi pour le résidentiel collectif. Le gouvernement va aussi organiser un nouveau label, Climate Smart, qui va être instauré l'année prochaine et qui ne se concentre pas juste sur les performances énergétiques traditionnelles comme le PEB, mais vraiment sur le cycle de vie des matériaux de construction. Donc, ça va devenir le nouveau standard et ça sera vraiment le point focus, ce cycle de vie des matériaux. Pour ce qui est du bâti existant, la rénovation, la Suède a créé une nouvelle stratégie cette année pour une rénovation efficace. Dans leur parc, que ce soit les écoles, les bureaux, les appartements qui ont été construits avant les années 90, encore 80 à 85% de ce parc doit être rénové et mis aux normes d'aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et en particulier les logements du programme 1 million, qui, comme son nom l'indique, était la construction de 1 million de logements dans les années 60-70 et qui est vraiment obsolète et qui doit vraiment être remis au goût du jour. Donc quand on sait que ce bâtiment résidentiel en Suède, ça représente quand même 40% d'énergie qui est consommée en Suède, on voit à quel point ce secteur est vraiment crucial en Suède.
Voilà, donc ça c'est pour les opportunités business, mais un autre angle d'attaque, c'est évidemment les opportunités de co-développement, de R&D, et c'est là que je passe la parole à mon collègue Henri, qui vraiment vous trouvera les bons partenaires pour ça. Merci beaucoup, Amandine. Bonjour à tous et un grand merci pour votre participation à cet événement aujourd'hui. Voilà, je voudrais commencer cette présentation très brève par un préambule très rapide sur les bureaux de liaison scientifique et technologique de Wallonie-Bruxelles International, dont j'ai la charge dans les pays nordiques, et qui se trouve être un réseau de structures visant à faciliter la conclusion de collaboration entre les chercheurs et les entreprises innovantes de Belgique francophone et des partenaires d'excellence dans toute une série de pays qui ont été identifiés comme des cibles majeures pour la diplomatie scientifique de notre région. Donc, je vous invite très vivement à me contacter, moi ou mes collègues, en fonction évidemment du pays qui suscite votre intérêt. Nous avons donc ces structures et ces bureaux de liaison scientifique et technologique, outre dans les pays nordiques, au Canada, à Montréal, à Boston, aux États-Unis, au Brésil, à Sao Paulo, à Munich en Allemagne et en Suisse à Lausanne. Voilà. Retour dans les pays nordiques, je pense qu'il est très important pour que vous puissiez vraiment percevoir ce qu'est l'essence de cette zone nordique, que nous soulignons vraiment qu'au-delà de l'engagement de ces pays pour une transition vers une société plus verte, plus durable et plus équitable, qu'il y a véritablement ici un très profond attachement pour la science et pour un dynamisme de l'innovation. Ici, je pense que la science et l'innovation ne sont pas perçues simplement comme des nécessités de l'économie moderne, mais véritablement comme des facteurs d'identité nationale ou régionale, et que les gens, que les différents acteurs dans ces pays nordiques se perçoivent par essence comme étant innovants. Alors cela entraîne des conséquences à deux titres. En premier lieu, au niveau de la recherche et de la science, c'est vraiment sur une zone qui n'est pas excessivement peuplée, une très grande densité d'acteurs scientifiques de premier plan au niveau mondial, que ce soit des universités comme l'Université de Copenhague, l'Université de Lund, l'Université d'Uppsala ou KTH pour la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, ou véritablement des instituts de recherche qui soient plus proches du monde industriel, mais qui font véritablement office de colosse dans la recherche européenne, tels que SINTEF en Norvège, SINTEF, ou un institut de recherche comme VTT en Finlande. Également d'autres instituts tels que Swerea aussi, qui sont des acteurs importants sur la scène européenne et qui sont suédois. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est vraiment cette grande densité d'acteurs scientifiques d'excellence dans la zone nordique. Le deuxième point, c'est vraiment un très grand dynamisme d'innovation dans les pays nordiques, dont je pense que c'est un phénomène bien connu et compris chez nous, mais dont on ne perçoit peut-être pas vraiment absolument le degré et l'intensité ici. Je pense que ce degré d'intensité d'innovation ici, on ne peut mieux l'illustrer que par le classement annuel de l'Union européenne en ce qui concerne l'innovation, donc le EU Innovation Scoreboard, qui est de manière permanente, dont les premières places sont de manière permanente occupées par les pays nordiques. Et à titre d'exemple, vous voyez dans le classement en 2020 que le pays le plus innovant de toute l'Union européenne est la Suède, directement suivi par la Finlande et ensuite par le Danemark. Donc il y a vraiment une domination sans partage des acteurs nordiques sur l'innovation européenne, et toutes les personnes qui sont ici en tant qu'orateurs aujourd'hui se trouvent véritablement dans le cœur battant de l'innovation européenne. Alors en ce qui concerne la transition écologique, évidemment, c'est un faisceau de disciplines séparées qui convergent vers le même objectif sociétal, mais tellement séparées qu'il est très difficile, dans un laps de temps aussi bref, de vous en donner même une vue d'ensemble au niveau régional. Donc, je voudrais m'arrêter sur un certain nombre de thématiques qui me paraissent intéressantes.
En premier lieu, évidemment, l'énergie, avec un focus peut-être particulier sur l'énergie solaire. Il y a une très grande excellence dans les pays nordiques au niveau de la recherche et de l'innovation dans l'énergie solaire, principalement le solaire de deuxième et de troisième génération, les thin films et les cellules de Grätzel. Il existe déjà une collaboration très bien établie entre les acteurs de Belgique francophone et des acteurs notamment suédois dans le domaine de la recherche sur l'énergie solaire, avec pas mal de financements européens à la clé. Voilà. Quelque chose qui est peut-être plus anecdotique, mais qu'il importe peut-être de signaler, c'est que le recteur de l'université d'Uppsala, qui vient d'entrer en fonction il y a quelques semaines, est un des chercheurs les plus éminents au monde dans le domaine des cellules de Grätzel, vraiment quelqu'un qui est l'égal de Henry Snaith à Oxford, donc vraiment excellent chercheur dans ce domaine. Et on peut donc s'attendre à ce que l'excellent centre de recherche Angström Solar d'Uppsala, sous son mandat, soit encore davantage développé et qu'il puisse y avoir des possibilités de collaboration accrues pour les acteurs wallons dans ce domaine. Au niveau de l'énergie, évidemment, une autre thématique qu'on ne peut pas ignorer, particulièrement en ce moment, évidemment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est les batteries. Amandine, notamment, a pu notamment mentionner Northvolt et cette giga-usine qui se crée actuellement en Suède. Il y a évidemment une recherche de très grande qualité sur cette thématique, déjà de belles collaborations existantes entre les acteurs nordiques et wallons sur cette thématique. Et en particulier, je pense qu'on peut se réjouir d'un projet européen qui est coordonné par l'Institut de recherche SINTEF de Norvège, qui vient d'être lancé il y a 1 mois et demi, je pense, et où l'Université catholique de Louvain est partenaire privilégié. Mais je pense qu'il y a vraiment un écosystème qui offre énormément de possibilités, de potentiel de collaboration dans le domaine des batteries avec les pays nordiques. Je mentionne très rapidement des thématiques peut-être de plus long terme sur cette question des batteries, mais qui sont vraiment très, très importantes tant au niveau sociétal qu'au niveau de la recherche, et qui sont l'élaboration de batteries, notamment au sodium, donc simplement au sel de cuisine. Énormément de recherche là-dessus, de recherche et d'innovation, avec quelques startups aussi qui se sont créées, avec l'objectif de libérer les batteries telles qu'elles sont conçues actuellement, des éléments limités tels que le lithium, par exemple, qui sont des éléments relativement rares. Et donc, pour qu'on puisse concevoir des batteries qui aient beaucoup de potentiel énergétique sans que l'on doive pour autant utiliser des ressources qui soient finies. Voilà, donc on a ce type de projet sur les batteries au sodium. D'autres batteries sont développées à KTH Stockholm à base de nanocellulose, ce qui est aussi un projet très intéressant, ce qui me permet de faire la transition vers l'autre sujet que je voudrais très brièvement évoquer, et c'est évidemment la valorisation de tous les produits issus de l'industrie forestière ou de l'industrie du papier. On a pu évoquer dans les autres présentations à quel point les forêts constituent pour les pays nordiques une ressource vraiment très importante. Et il y a un grand effort de recherche et d'innovation qui est ici fourni pour qu'on puisse vraiment valoriser de mieux en mieux cette manne dont bénéficient les pays nordiques. Alors ce type de projet de valorisation de cette biomasse, il est de différentes natures. Notamment, il y a toute une série de projets de développement de biocarburants, de développement de réseaux intégrés autour des aéroports pour fournir au niveau local des biocarburants qui pourraient être utilisés par les avions. Il y a d'autres aspects tels que évidemment l'extraction de molécules à haute valeur ajoutée ou par exemple le développement de textiles à partir de fibres de bois, tel que c'est le cas avait été en Finlande. Et là, je pense qu'on a aussi une belle carte à jouer parce qu'au niveau chimique, évidemment, dans notre écosystème, il y a une telle expertise dans la connaissance des polymères que voilà, il y a déjà évidemment des collaborations qui existent dans ce domaine, mais qu'on peut encore certainement les développer à mesure que nous avançons dans le temps. Voilà. C'est une très brève visite du domaine de l'innovation et de la recherche verte dans les pays nordiques. Pour le reste, je vous invite donc à me contacter
pour tout sujet qui soit dans les thématiques que j'ai abordées, soit dans d'autres. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et il ne manque certainement pas de partenaires d'excellence à trouver dans les pays nordiques dans ce domaine. Merci. Merci Henri. On va passer aux questions-réponses. On en a 3. Après la première question, donc c'était une question pour Amandine où on demandait quelles ressources académiques et centres de recherche sont les plus en pointe en matière de développement durable en Suède, mais je pense que Henri vient juste de répondre à cette question. Sinon, on avait aussi une question pour chacun de nos conseillers économiques et commerciaux, à savoir, le vélo est-il un moyen de transport fort utilisé pour se déplacer du domicile au lieu de travail ou à des réunions? Et existe-t-il des infrastructures satisfaisantes pour faciliter la mixité des modes de transport, la sécurité des moyens de transport doux et le bien-être des usagers de mobilité douce? Je sais qu'Amandine a déjà répondu partiellement dans sa présentation, qui souhaite faire le point sur son marché. Levez la main, n'hésitez pas. Gert, je vais te donner la parole. C'est clair, le vélo est très important ici au Danemark, surtout Copenhague qui est très connu. Le vélo, c'est un des symboles de Copenhague. Et encore cette semaine, je pense que le gouvernement danois a décidé d'allouer c'était un demi-milliard de couronnes, c'est à peu près 80 millions d'euros pour des nouvelles infrastructures pour les vélos. Alors oui, c'est clairement quelque chose qui est très important ici. Et voilà, ça c'est pour le Danemark en tout cas. Merci Gert. Est-ce que quelqu'un veut parler de son marché? Oui, Dominique, je te cède la parole. Voilà. Là, mais pour la Norvège, et donc on se retrouve aussi dans la même situation que dans les autres pays. L'importance du vélo devient de plus en plus importante. Il y a de gros projets d'investissement pour le développement des pistes cyclables dans les grandes villes. N'oublions pas non plus qu'on est assez dans le nord et que bon, la circulation en hiver n'est pas toujours évidente. Mais là aussi, on fait beaucoup d'efforts. Mais il y a beaucoup d'initiatives, aussi bien au niveau infrastructure. Il y a des incitants financiers pour l'achat de vélos électriques, entre autres. Donc voilà. Donc ça aussi. C'est déjà pas mal. Ok, super. Et Jean-Philippe, tu veux faire le point pour... Oui, je ne vais pas faire une redite de ce que mes collègues ont dit précédemment, mais effectivement, c'est le cas également en Finlande où le développement d'infrastructures et les incitants sont présents. Donc voilà, c'est le cas en Finlande également. Ok, merci. On a une nouvelle question ici de Jérôme qui vous remercie pour vos présentations. Je vous lis la question. Savez-vous s'il existe des infrastructures pour le traitement des solvants usagés? Nous fournissons des solutions de recyclage de ces déchets dangereux directement sur le site de l'industriel. Nous avons déjà plusieurs clients au Danemark, mais pas dans les autres pays nordiques. Je ne connais pas le marché des solvants usagés dans vos pays et désire donc savoir ce que les industriels en font, généralement incinérés, et s'il y a un potentiel de développement chez vous. Merci beaucoup. Donc, ça vient de la société Ecodec. Qui souhaite répondre? Oui. On t'écoute, Jean-Philippe. Non, sur ce point spécifique, je n'ai pas la réponse exacte. Donc, ça nécessiterait une recherche approfondie sur ce sujet-là. Donc, j'invite M. Tillman à éventuellement nous envoyer un email derrière. Je préfère lui donner une réponse 100% juste plutôt qu'une appréciation qui ne reflètera que mon opinion personnelle. Voilà. Merci. Donc, pour rappel, dans le chat, on a publié le lien vers tous les contacts de nos conseillers économiques et commerciaux, dont les intervenants du jour. Henri, pour sa part, a redonné son adresse email. Évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez approfondir un ou l'autre sujet avec des données un petit peu plus techniques ou qui nécessitent une recherche, à leur envoyer un mail directement. Voilà, on a fait le tour des questions qui ont été posées. Il y en a une dernière dans le chat pour savoir si on enverra la présentation par mail. Oui, ça peut se faire sans problème. Voilà, donc je vous souhaite
une bonne journée et un bon appétit. À bientôt.